Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette deuxième session de keynote autour de l'économie responsable. On est là pour 1h30 pour échanger autour de la thématique de la consommation durable. Consommation durable qui est un objectif de développement durable prôné par l'ONU, et c'est le numéro 12, qui concerne à la fois la production durable, dans le respect de l'homme et de l'environnement, et aussi la consommation, qui va impliquer à la fois les consommateurs en tant qu'individus, les acteurs économiques pour leurs achats responsables, et les acteurs locaux aussi, les gouvernements, pour qu'ils puissent promouvoir un écosystème beaucoup plus responsable. Aujourd'hui, on a quatre adhérents de Réseau Alliance qui sont avec nous pour discuter de ce sujet-là. Je vous laisserai vous présenter en 2 mots tout à l'heure. Anthony Le Cerf pour IT is on Us. J'ai bien prononcé cette fois-ci. Merci. Pauline Dehec qui représente la société Mademoiselle Biloba. Pareil, je te laisserai présenter ton activité. Mathieu Nicolas pour Bocoloco et Noémie Rojo pour 2 heures Aventure. On a parmi nous aujourd'hui deux candidats au Trophée de l'économie responsable 2020 et 2 acteurs qui font partie du collectif des Jeunes Pousses et qui promeuvent une économie plus responsable à nos côtés tous les jours. Et moi, je me présente en 2 mots. Lucille Janson, je travaille sur la RSE et plus particulièrement sur les questions de mobilité durable. On va commencer avec les présentations. Mathieu, je te laisse la parole pour présenter Bocoloco et en quoi vous êtes un acteur pour la consommation durable. Tout à fait, bonjour. Mathieu, Bocoloco. Bocoloco, c'est un service de traiteur responsable sur la métropole européenne de Lille. L'idée, c'est que je travaille des produits locaux de saison, à majorité biologique, et que le tout est conditionné dans des bocaux en verre. Il y a également une démarche totalement zéro déchet pour ne produire aucun déchet d'emballage alimentaire. L'idée, c'est de travailler sur l'alimentation durable en entreprise pour apporter des solutions saines et équilibrées, pour apporter plus de productivité au sein pour les salariés et une véritable qualité de vie. Ces plateaux repas sont proposés dans différentes entreprises présentes sur la métropole européenne. Merci Mathieu. Je te laisse passer le micro à Pauline pour nous présenter l'activité de Mademoiselle Biloba. Oui, Pauline Dehec, j'ai créé Mademoiselle Biloba en 2016, qui est l'expert de la cosmétique garantie sans poudre de perlimpinpin. En fait, c'est un concept de boutique, d'atelier cosmétique et d'e-shop où on accompagne nos clients vers une consommation plus responsable au travers des produits cosmétiques plus sains et plus respectueux de la planète. Voilà. Merci Pauline. Alors je te laisse passer le micro à Noémie pour nous présenter 2 heures Aventure. Bonjour, Noémie Rojo, 2 heures Aventure. Le motto de 2 heures Aventure, c'est de dire que quand on est dehors, on est plus heureux. Alors aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas, mais en général, ça l'est un peu. Et on travaille sur 2 activités. Le camping innovant avec des tentes suspendues et surélevées et la mobilité durable, notamment en entreprise, avec des solutions de vélo de fonction, d'animation et de sensibilisation. Merci Noémie. Du coup, j'allais passer le micro à Anthony, mais vas-y. Bonjour, je suis Anthony Le Cerf, j'ai 33 ans et il y a 3-4 ans, j'ai rencontré 2 personnes qui ont un peu changé ma vie. Pas toi Lucille, mais voilà, ça aurait été un plaisir. Nicolas et Damien, qui m'ont fait passer d'un état de conscience des enjeux environnementaux à une mise en action et une recherche d'exemplarité. Avec des thématiques zéro déchet, mobilité douce, alimentation qu'on a abordées. Et du champ personnel, on est vite passé au champ professionnel puisque Nicolas, Damien et moi avons créé IT on Us. Vu qu'on a toujours travaillé dans les entreprises du numérique, de ce fait, on a choisi de s'engager pour associer responsabilité sociale de l'entreprise et numérique. Réduire les effets négatifs, externalités négatives du numérique et 2, mettre le numérique au service du développement durable en toute cohérence, je vais dire. Merci Anthony. On voit, on a 4 thématiques qui
qui se recoupent pas du tout, mais qui vont se compléter et qui vont proposer différentes solutions pour avoir une consommation plus responsable. Donc avec ce à quoi on pense tout de suite, l'alimentation, les cosmétiques et le zéro déchet, qui est de plus en plus une thématique qui émerge, et ensuite des pratiques au quotidien à travers la mobilité et le numérique qui prend de plus en plus de place dans notre économie. Donc voilà, j'espère qu'on aura... que vous aurez bien l'occasion de présenter tout ce que vous faites, comment vous vous engagez sur le territoire. Et donc là, c'est un petit message pour les personnes qui nous regardent en direct. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat de la plateforme. On pourra les soumettre du coup à nos intervenants. Et rendez-vous aussi sur la page YouTube de Réseau Alliance, puisque en fait, IT on Us et 2 Heures Aventure sont candidats des trophées de l'économie responsable. Et on aura un prix coup de cœur du public qui sera mesuré au nombre de likes en dessous des vidéos qui présentent leur démarche RSE. Donc n'hésitez pas en même temps à aller regarder un peu ce qu'ils font, et si vous êtes convaincus, à mettre un petit like. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Du coup, si on revient au sujet, une question qui va s'adresser à Pauline et Mathieu. Donc, dans un premier temps, pourquoi avez-vous souhaité sensibiliser, mobiliser les acteurs que vous accompagnez autour de vos thématiques? Du coup, Pauline, toi qui as le micro, je te laisse commencer à prendre la parole sur le sujet. Nos clients, c'est ça? Voilà. Qui est-ce que vous accompagnez déjà et pourquoi? Alors nous, on accompagne principalement des personnes qui souhaitent finalement, qui ont fait le tri dans leur salle de bain ou qui sont en cours de transition et qui souhaitent consommer de meilleurs produits, mais qui sont un peu perdus parce qu'aujourd'hui, on trouve un peu de tout, que la liste des ingrédients sur nos cosmétiques, malheureusement, elle est très compliquée à déchiffrer, que les noms sont assez barbares. Et donc, finalement, notre volonté, c'est de les accompagner, de rendre la chose vraiment simple et accessible pour que chacun puisse consommer de meilleures choses. Et du coup, c'est ça notre volonté première. Vous vous adressez donc aux individus qui peuvent se rendre en boutique, mais aussi aux entreprises, si je ne me trompe pas? Oui, alors principalement, nous, notre clientèle, c'est principalement des consommateurs finaux, si on peut appeler ça comme ça. Un peu les entreprises, mais c'est surtout les personnes qui viennent à notre rencontre, que ce soit au travers de notre site internet, mais aussi en boutique. Merci Pauline. Du coup, même question à Mathieu sur Bocoloco. Donc, où est-ce que vous en êtes Tout à fait. Alors, l'idée vraiment de Bocoloco, c'est d'accompagner les entreprises dans le changement via l'alimentation durable. Donc, l'idée, c'est de promouvoir une alimentation saine avec des produits sourcés localement, en respectant la saisonnalité. Donc d'expliquer aux gens que les cartes vont être réduites parce qu'on ne travaille que des produits de saison et qu'on va travailler des produits sains, qu'on va éviter les surcuissons, qu'on va valoriser beaucoup les fruits et légumes. Donc ça s'adresse à des entreprises qui effectivement ont ce souhait de mettre ça en place auprès de leurs collaborateurs. Alors, il y a cette thématique déjà alimentation durable qui est très importante. Et après, le deuxième volet où il y a beaucoup d'entreprises qui nous suivent, c'est le volet zéro déchet. Car de plus en plus d'entreprises souhaitent qu'effectivement, quand elles font appel à des prestataires, il faut qu'il y ait un cahier des charges. Elles ne souhaitent plus faire appel à des traiteurs qui proposent du suremballage alimentaire, qui vont après travailler des produits de mauvaise qualité. Mais du coup, voilà, cette thématique zéro déchet revient énormément aussi sur le devant de la scène. Et après, effectivement, valoriser tout simplement le terroir local, c'est-à-dire aller chercher des produits localement, parce qu'on a une très belle agriculture sur le territoire. Et donc après, voilà, valoriser tout ça pour que les salariés puissent avoir une véritable offre de restauration qualitative et accessible. Voilà, tout simplement. Merci Mathieu. Je te laisse passer le micro à Noémie pour répondre à la même question. Donc si je ne me trompe pas, 2 Heures Aventure, ce n'était pas au départ forcément des questions de mobilité uniquement. Donc comment est-ce que vous vous êtes intéressé chez 2 Heures Aventure à la mobilité durable, au vélo, et quel sens ça prend aujourd'hui dans les activités au quotidien? Alors 2 Heures Aventure, c'est une entreprise que j'ai reprise en 2015 et qui vendait initialement notamment du vélo électrique sur Internet. Et la première question que je me suis posée, c'est
quel est le marché, à quoi ça ressemble. Et il y a un chiffre qui est assez intéressant dans le Nord, qui est la part modale du vélo. Donc la part modale, c'est le nombre de déplacements réalisés à vélo sur le nombre total de déplacements. Et sur la métropole lilloise, on est à 1,5%. Donc ça veut dire qu'il y a moins de 2 déplacements sur 100 qui sont réalisés à vélo. Alors que chez nos voisins belges, à 5 km, on est à 15%. Donc c'est pas un problème de météo. Aujourd'hui, il fait aussi mauvais de l'autre côté de la frontière qu'ici. C'est pas un problème de géographie, c'est aussi plat ici que là-bas. C'est vraiment un problème de culture et d'offre. Et l'idée, c'était de se dire comment est-ce que justement on fait en sorte que cette part modale de vélo, qu'il y ait plus de vélos dans nos rues, parce que ça fait des villes plus agréables, etc. Et donc on est passé d'une offre de produits à une question vraiment d'un écosystème et d'essayer de répondre à tous les besoins de l'écosystème. Et donc sur cet écosystème, on a identifié 3 acteurs qui sont d'un côté les usagers qui sont vous et moi qui nous déplaçons au quotidien, les entreprises qui sont prescriptrices de ces trajets, notamment des trajets domicile-travail. Alors c'est un peu moins vrai en ce moment parce que tout le monde est en télétravail, mais il y a quand même un impact qui est important. Et les délégations de services publics et les collectivités qui sont naturellement assez prescriptrices et organisatrices de mobilité. Et donc on a essayé de répondre à chacun de ces sujets avec un showroom qui accompagne et qui fait qui accompagne le changement de comportement des utilisateurs, des entreprises avec des offres spécialisées, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'offres spécialisées pour les entreprises sur des mobilités douces, et puis les collectivités et les délégations de services publics avec des expérimentations, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une solution magique, on ne va pas mettre tout le monde sur un vélo demain, même si on aimerait bien. Il y a des logiques de culture, de géographie, etc. Et donc, il faut tester sur le territoire et voir ce qui fonctionne ou pas. Merci Noémie. Du coup, même question pour Anthony. Tu as commencé à y répondre tout à l'heure, mais peut-être quels sont les enjeux aussi auxquels tu as voulu répondre? Bien sûr. Il y a plusieurs choses. En fait, on a vraiment pris conscience des différents enjeux environnementaux et sur le numérique, ils sont colossaux. Globalement, on est sur une empreinte environnementale qui représente 2 à 3 fois celle de la France, sur plein de critères, gaz à effet de serre, eau, épuisement de ressources, etc. Et qui est en croissance exponentielle. Si on prend par exemple le cas des objets connectés, les objets numériques connectés, il y a une croissance de leur fabrication qui est de 60% tous les ans. Donc à un moment donné, on pense au collectif IT On Us qu'on n'aura pas les ressources pour continuer sur ce rythme de croissance ad vitam aeternam et qu'il faudra bien à un moment donné se réfréner. Donc on a des enjeux au-delà des enjeux environnementaux, hein, qui sont sociaux, qui sont économiques, qui sont en fait d'une vraie diversité et d'une vraie complexité. Et on s'est dit que nos seules compétences ne suffisaient pas à traiter la diversité de ces enjeux. Donc on a un peu eu le même constat que Dezer sur la mobilité, c'est on crée un collectif, on crée un écosystème où il va y avoir des salariés, où il va y avoir des indépendants, où il va y avoir des associations et des entreprises partenaires, et où on va avoir une performance d'usage pour les entreprises qui est de réduire les impacts du numérique, mais on est rentré par la question des externalités environnementales. Après, on a élargi la question aux impacts négatifs du numérique de manière très large. Merci, on y reviendra tout à l'heure encore plus en détail. Tout à fait. Et voilà, déjà, on voit un petit peu comment vous avez décidé de vous emparer des sujets. Alors, on redonne la parole du coup à Pauline. C'est bien, on a l'ordre de passage. Donc la question maintenant, c'est donc vous faites partie du collectif des jeunes pousses depuis sa création, si je ne me trompe pas, Pauline? Oui, au début, oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est et c'est quoi le but et en quoi ça viendra alimenter les politiques RSE des entreprises? Voilà, c'est dur comme question. Alors déjà, si tu peux présenter le collectif des jeunes pousses en 2 mots. Oui, le collectif des jeunes pousses, c'est plusieurs entreprises qui, au travers leur mission, on va dire, j'ai un peu du mal à résumer quand même ça, œuvrent pour... Enfin, on a tous un objectif commun qui est que, au travers de notre entreprise, on ait vraiment une action, justement, que ce soit environnementale, sociétale. Donc c'est ça un peu qui nous rassemble tous, quoi. Et alors du coup, voilà, jeune pousse parce que il faut être une entreprise relativement jeune.
Et voilà, nous, ce qu'on dit chez Réseau Alliance, c'est qu'il faut avoir la RSE dans son ADN. Donc, c'est un peu ce qui vous rassemble dans ce collectif. Voilà, c'était la formule magique. Et alors, voilà, du coup, comment est-ce que ton offre que tu présentais comme s'adressant principalement à des individus vient s'intégrer dans la démarche d'entreprise, notamment dans les démarches RSE ou qualité de vie au travail? Est-ce que tu proposes des actions dans ce sens-là? Oui, après, comme je le disais, nous, on s'adresse vraiment beaucoup plus à un public de particuliers, mais ça peut s'inscrire aussi dans une démarche RSE, dans le sens où aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent valoriser ça et transmettre ça à leurs collaborateurs. Et finalement, nous, ce qu'on propose, c'est du concret, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, tout le monde se lave, enfin, voilà, j'espère. Tout le monde se brosse les dents, donc finalement, on a tous un impact au travers de notre consommation de cosmétiques, parce que quand on dit cosmétiques, on pense maquillage, etc. Mais non, en fait, c'est tout ce qui sert à se laver, etc., que ce soit homme ou femme. Et finalement, au travers les produits qu'on utilise pour ne serait-ce que se laver au quotidien, on a un impact sur l'environnement. Puisque tous les produits qu'on met sur soi ensuite sont relargués dans les eaux. Et aujourd'hui, voilà, on relargue des silicones, des microplastiques, des pigments qui sont synthétiques, etc. Donc tout ça, ça a un impact sur notre environnement. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont cette volonté d'illustrer, je dirais, leur démarche RSE par des actions un peu plus concrètes, et un peu plus ludiques, parce qu'il y a quand même ce côté-là aussi sympa de la cosmétique, je dirais. Et du coup, donc si je présentais Mademoiselle Biloba en 2 mots, moi ce que je dirais, c'est à la fois une boutique où on va trouver des produits éco-responsables et qui relèvent du zéro déchet, et aussi des ateliers où on apprend à créer soi-même, en effet, ses propres cosmétiques. Quels sont les critères pour que ces cosmétiques qu'on peut acheter chez vous ou fabriquer soient responsables? Comment est-ce que vous choisissez vos produits? Et qu'est-ce que vous choisissez? Alors, c'est quoi cette fameuse poudre de perlimpinpin qu'on ne peut pas mettre sur soi? Ça, je dirais que c'est une bonne question. En fait, donc pour référencer, nous, une marque, moi, la première chose que je vais regarder, c'est avant tout, bien sûr, la composition des produits. Il faut que ce soit vraiment le plus clean possible, qu'on ne retrouve pas, par exemple, d'huile issue de l'industrie du pétrole dedans, des conservateurs qui portent à polémique. Voilà, la plupart du temps, il y a des certifications bio, naturelles, mais c'est vraiment, moi, ce que je regarde, c'est la compo, et je vais décrypter produit par produit. Et ensuite, ce qui est super important, c'est les valeurs de l'entreprise. Qui est derrière cette entreprise, comment c'est fabriqué, parce qu'au-delà juste du bio, c'est de savoir quelles sont les personnes vraiment qui travaillent derrière ça. Il y a une dimension aussi sociale, et où c'est fabriqué aussi, puisque on pourrait faire venir des produits des États-Unis ou autres, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment pertinent? C'est pareil, je veux dire, je pense que le bilan carbone, il serait pas terrible. Donc, et que ici, aux alentours, en France, on a quand même pas mal de chouettes marques qui essaient vraiment de trouver des alternatives sympas à la cosmétique conventionnelle. Donc voilà, c'est ça, c'est la composition, les valeurs de l'entreprise et la manière dont c'est fabriqué et par qui c'est fabriqué aussi. Merci Pauline. Du coup, je répète la question pour Mathieu. Donc, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Bocoloco propose une offre responsable? On a déjà évoqué le zéro déchet. Et alors, du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on propose dans l'assiette des collaborateurs pour qu'ils aient une alimentation responsable? Tout à fait, comme il était évoqué avant, cette thématique de qualité de vie au travail, où là, les entreprises se disent qu'effectivement, il faut proposer des choses équilibrées aux salariés, donc que ce soit des pauses fruitées au lieu des distributeurs de barres chocolatées, et notamment sur le déjeuner, d'aller chercher des choses, voilà, donc sur beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Donc moi, l'idée, c'est d'éviter tout ce qui est sur cuisson, bien évidemment, d'éviter les matières grasses, de valoriser une agriculture biologique. Alors moi, je fais quand même beaucoup de local.
comme je dis souvent, je préfère avoir une agriculture raisonnée, un concombre raisonné en local qu'un bio qui vient de l'autre bout de la France. Donc l'idée, c'est aussi de se dire qu'il y a des choses qui font des gens qui font des très belles choses en agriculture raisonnée. Et donc de là, amener des produits où, vu qu'on va avoir un beau sourcing de produits, on va éviter la surtransformation des produits. C'est-à-dire que voilà, on valorise ce qu'on a et on fait des associations forcément qui plaisent. Et l'intérêt, c'est d'avoir aussi des choses un petit peu originales, mais on ne va pas surtransformer des produits. Et sur la partie dessert, on va être sur des choses des fois un petit peu plus gourmandes, un peu plus pâtissières. Car voilà, si on est sur des choses équilibrées en entrée et en plat, il faut quand même que ça reste gourmand, que ça plaise et qu'on passe un moment plaisir. Ce qui est important sur l'alimentation, c'est vraiment cette notion de plaisir. Et donc, c'est vrai que beaucoup d'entreprises se reconnectent à ça parce qu'elles se rendent compte qu'effectivement, c'est des valeurs importantes, l'alimentation. Certaines entreprises promeuvent beaucoup la pratique du sport. Donc, c'est vrai qu'après une pratique sportive, c'est cohérent d'avoir un repas équilibré. Donc là-dessus, il y a voilà, une vraie conscience qui se met en place. Et donc derrière, comme on l'évoquait, cette notion de zéro déchet, ça c'est pareil, qui est de plus en plus parlante. Donc ça en entreprise, mais aussi au sein des particuliers, parce que c'est des thématiques qui réemportent chez eux. Certains de nos clients ont cette sensibilité, pas uniquement au travail. Certaines personnes sont même vraiment prescriptrices, c'est-à-dire qu'elles vont faire le relais de bocaux locaux en entreprise, parce qu'elles ont la carte leur parle et qu'elles essaient de promouvoir cette façon de consommer en disant, voilà, ce traiteur propose ça parce que ses salariés ont cette sensibilité. Donc l'idée, c'est de se dire pourquoi pas effectivement garder des idées, des contenants réutilisables, de valoriser la saison, voilà. Et puis voilà, effectivement aussi l'élément que j'évoquais sur un sourcing local, comme toi tu l'évoquais sur tes produits, ne pas faire venir des huiles des États-Unis ou autres. Nous c'est pareil en fait, hein, c'est-à-dire que sur la crèmerie, alors après il y a des céréales, bien sûr, quand on fait des risottos, c'est compliqué d'avoir du riz local, mais après il y a beaucoup de choses qui sont faites ici. On commence à avoir du quinoa, des lentilles, donc c'est vrai voilà, on va se sourcer localement en cohérence avec la démarche et parce qu'on trouve des choses très intéressantes ici. Donc c'est cette idée, voilà, d'apporter des choses saines, d'éviter de surtransformer et puis voilà, de jouer sur l'équilibre alimentaire qui parle de plus en plus finalement aux salariés en entreprise et aux gens de manière générale. Ouais. Et du coup, je rebondis quand on parle d'équilibre alimentaire. On voit un peu l'équilibre qu'on a tous appris entre glucides, protéines, légumes. Il me semble que vous avez une offre végétarienne qui est assez poussée. Est-ce que c'est pour répondre à un besoin des clients ou c'est aussi pour séduire des clients qui pourraient se passer de viande finalement? Voilà, en fait, c'est un petit peu l'idée. L'idée, c'est d'avoir une carte où effectivement il y a 2 entrées, 2 plats, 2 desserts et le plat est toujours déclinable en végétarien. L'idée, c'est de ne pas imposer de régime alimentaire en disant voilà, il y a une viande pour ceux qui veulent manger carné et effectivement une offre végé. Cette offre végé est à destination forcément des personnes qui sont 100% végétariennes, mais également des personnes plus flexitariennes qui effectivement vont pas forcément manger de la viande tous les jours et qui parfois sur un plat végé un peu travaillé, un peu sympa, vont se dire là effectivement je vais me laisser tenter par cette formule là, je vais mettre de côté les protéines animales et effectivement pour mon équilibre alimentaire, pour la planète et la production de viande, c'est vraiment très 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 bénéfique. Donc là-dessus effectivement il y a un regain d'intérêt, donc c'est-à-dire qu'il y a une clientèle qui se positionne là-dedans, qui est végétarienne et qui souhaite faire appel à nos services parce qu'elles savent qu'il y a toujours un plat déclinable, et puis des gens un peu curieux parce que c'est la cuisine que je propose s'adresse principalement à des gens curieux qui se disent je n'aurais pas forcément mangé ça chez moi, là je vais le tester et peut-être que derrière je me dis qu'effectivement avoir une offre végé c'est sympa de temps en temps et on n'est pas obligé de manger poisson et viande à tous les repas quoi. Donc on sort du traditionnel buffet d'entreprise ou déjeuner d'entreprise, on a beaucoup trop mangé et on se sent un petit peu dans un confort. L'idée c'est d'éviter la sieste après le déjeuner en fait. Voilà, donc, voilà. Bien résumé. Pour être plus efficace. Merci beaucoup. En gros. Je vais te laisser passer le micro à Noémie. Et du coup, Noémie, donc, on disait tu es partie sur des questions de promouvoir la mobilité durable et notamment le vélo, notamment en entreprise. Qu'est-ce qui fait que justement tu t'intéresses aux prescripteurs employeurs et qu'est-ce que tu déclines comme offre au concret, comme offre et comme action d'ailleurs, pour intégrer ce sujet-là au quotidien de chacun?
Alors moi j'ai eu un petit déclic, un peu comme IT on Us. J'ai rencontré quelqu'un du réseau Alliance qui s'appelle Laurie et qui m'a fait découvrir l'EFC. Alors l'EFC c'est un peu un gros mot, c'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Ça ne veut pas dire grand chose pour ceux qui ne se connaissent pas, mais c'est l'idée d'essayer de changer de business model et de faire en sorte que la façon dont la société, dont notre entreprise impacte tout ce qui l'entoure, soit meilleur, soit bénéfique en tout cas. Et donc de basculer d'un business model qui était, moi initialement, sur du volume. Plus je vendais de vélos et mieux je les vendais, mieux je gagnais ma vie, et plus mon impact était financier et mon entreprise allait bien, à justement, quel est l'impact de l'entreprise par rapport à ses fournisseurs, par rapport, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure mademoiselle Biloba et Bocoloco, comment on choisit ses fournisseurs, comment on accompagne ses clients, quelles sont les parties prenantes, etc. Et vraiment, l'idée, c'était de se dire, voilà, la mobilité durable, on est tous amenés à se déplacer au quotidien. En France, c'est une moyenne de 3 déplacements par jour par personne active. Comment est-ce qu'on fait que ces déplacements aient un impact le plus faible possible sur l'environnement et que la mobilité en entreprise ait un impact socialement responsable. Donc, on donne accès à la mobilité à de plus en plus de personnes. Il faut savoir qu'en France, c'est 25% de la population qui est plus ou moins immobile, qui a refusé un emploi ou une formation pour des questions de mobilité. Donc c'est un problème social très important. Forcément un problème environnemental. On parle tous de voitures, de pollution, etc. Et c'est un vrai sujet. Et l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que, justement, on ait un impact positif malgré tout ça. Et donc en entreprise, on intervient avec des sensibilisations et des animations sur tout simplement de la mise en scène et de la découverte de vélos électriques. Il y a plein de gens qui n'ont jamais essayé de vélo électrique ou qui ne sont pas montés sur un vélo depuis 10 ans, donc c'est assez ludique, c'est assez fun, etc. Et derrière, c'est des offres tout compris pour les entreprises. Comme si c'était une voiture de fonction, c'est un vélo de fonction, et donc on accompagne le collaborateur avec un vélo de son choix, avec de la maintenance, avec de l'assurance, avec de l'accompagnement et de la sensibilisation, parce que même s'il a choisi de prendre un vélo, il ne va pas forcément l'utiliser tous les jours. Quand il pleut, il ne sait pas comment s'habiller, il ne sait pas quelle route prendre, etc. Il ne sait pas combien de temps il va mettre pour aller à son rendez-vous, ou comment attacher son vélo à son rendez-vous, etc. Donc il y a de la sensibilisation là-dessus. Et puis derrière, on fait en sorte que justement la seconde vie du vélo, elle soit pertinente, elle soit environnementalement intelligente, etc. Donc on essaye de travailler sur tout le scope pour avoir un impact qui soit à peu près responsable. Et alors du coup, pourquoi le vélo à assistance électrique et pas simplement le vélo? Quel est l'atout quand on pense conduite du changement? Alors, moi je fais du vélo initialement beaucoup mécanique, musculaire on va dire, et tout simplement le vélo électrique ça a 2 avantages, c'est que ça permet de mettre en selle des gens qui ne sont pas du tout sportifs ou qui ne pensent pas l'être, c'est beaucoup plus facile. Et il y a un deuxième avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de se doucher en arrivant au travail. Donc on gagne beaucoup de temps. Et puis quand il fait vraiment pas beau, c'est aussi un peu moins la flemme de sortir avec son vélo élec, parce que on transpire moins, c'est moins fatigant, etc. Qu'on peut transporter plus de choses, qu'on peut éventuellement transporter des enfants ou aller faire ses courses, etc. Donc ça, au quotidien, c'est beaucoup plus facile qu'un vélo mécanique, etc. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui se met à faire du vélo taf en électrique, va pas passer en mécanique, etc. ou vice-versa, en fonction des besoins, etc. Mais voilà, l'idée c'est plus facile, et donc quand c'est plus facile, on accompagne mieux. Tu as bien répondu, merci. Du coup, voilà, donc vraiment une offre qui permet de réintégrer le vélo comme une voiture en beaucoup plus écolo, finalement, dans les logiques liées au déplacement de travail. Anthony, du coup, tu nous évoquais plusieurs enjeux liés à l'usage du numérique. Aujourd'hui, on a une économie qui est quand même de plus en plus numérique, une société qui l'est de plus en plus aussi. Quels enjeux ça relève? Tu mentionnais des dimensions à la fois écologiques et sociales notamment. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Effectivement, on a commencé à parler de ces externalités négatives du numérique. On va essayer de l'appliquer dans le cadre d'une entreprise, et on va se partager quand même qu'un salarié, par l'usage de ces services numériques, va avoir un impact journalier de l'équivalent de 30 km en voiture en gaz à effet de serre, va avoir un impact énergétique
qui est à peu près l'équivalent de ce qu'il faut pour alimenter 2 radiateurs de 600 watts pendant 8 heures. Va avoir un impact en eau d'environ 7 packs de 9 litres par jour, toujours. Hein. Donc on est quand même à plus de 60 litres d'eau. Va avoir un impact en déchets pour ressentir la pression sur la matière quand même, qui est de l'ordre d'un smartphone de 120 grammes, 150 grammes tous les 10 jours. Donc ça fait beaucoup de déchets électroniques derrière. L'idée, c'est aussi où est-ce que se trouve l'origine de tous ces impacts et quelle en est la source. On entend beaucoup parler de la consommation énergétique et de la consommation d'eau des data centers. En réalité, les 2/3 aux 3/4 des impacts sont situés à la fabrication des équipements utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 milliards d'utilisateurs du web dans le monde. Parce que on a une masse de matière qui représente 5 fois le parc automobile français. Donc ça fait quand même un certain nombre de millions de tonnes de matière. Et il faut bien extraire tous ces minerais pour fabriquer tout ça. Et c'est ce qui va mettre l'essentiel des gaz à effet de serre. Et l'essentiel de la consommation de ressources a lieu là aussi. Par exemple, pour un smartphone de 120 grammes, il faut 70 kg de ressources, énergie, eau et ressources minérales. Voilà. Donc c'est bien la fabrication qui a des enjeux et la fin de vie qui ont des gros enjeux environnementaux pour le numérique. Au niveau social, évidemment, on a des enjeux à la phase d'usage, mais sont surtout les enjeux qu'on connaît, hein, qu'on traite chez IT On Us, qui sont l'accessibilité, les inégalités d'accès, des enjeux de dépendance qui commencent à se faire ressentir de plus en plus. Mais encore une fois, avec le travail d'enfant, le gros des enjeux sociaux, il est à la fabrication et il est à la fin de vie des équipements. Enfin, on a des enjeux économiques. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que 70% des services numériques, c'est du gras. C'est des fonctionnalités qui ne sont jamais utilisées ou rarement utilisées. Ça va avoir un impact sur la complexification des projets, et donc des projets qui finissent hors coût, hors délai, hors qualité, très souvent, pour 70% d'entre eux à peu près. Ça va avoir un impact du coup sur la perte de qualité, va avoir un impact sur des coûts de maintenance et des coûts d'hébergement. Et puis derrière, on va avoir un enjeu qui est simplement, on surcharge les services numériques, on nous assaille de messages et on a des messages, j'ai envie de dire publicitaires ou d'autres types de messages qui sont vraiment très nombreux. Et du coup, on a des pertes d'expérience utilisateur. En fait, on simplifie plus l'usage et on dévalorise entre guillemets les services numériques des entreprises. Merci Anthony. Voilà pour les enjeux. Du coup, une fois tous ces enjeux posés, lesquels sont traités par le collectif IT On Us et du coup, comment est-ce que vous accompagnez au concret vos clients sur ces enjeux du numérique responsable? L'idée, c'est effectivement, on est 4 salariés chez IT On Us et on n'aurait jamais les compétences, qualifications, l'expérience pour traiter tous les enjeux. C'est pour ça qu'on a constitué un collectif d'indépendants et de salariés qui sont traités sur un pied d'égalité, avec des partenaires qui nous ont aussi aidés à délivrer pas mal de choses et à traiter des enjeux sur lesquels ils sont déjà spécialistes. Et on rentre du coup dans un accompagnement des clients qui déjà se fait sans jugement et dans une logique d'amélioration et qui va être basée sur une évaluation périodique qui va permettre, elle, une démarche d'amélioration continue. Donc évaluation de tous les types d'enjeux et on va essayer d'améliorer ça, de mettre un plan d'action en œuvre avec justement là l'intérêt du collectif, c'est aussi mettre en œuvre un plan d'action sur des actions très diverses et évaluer les progrès, que ce soit au niveau des impacts, des externalités, mais aussi de la performance des clients et de la valorisation de leurs services, ou aussi de l'évaluation de la qualité de nos coopérations, que ce soit entre nous ou avec le client. Du coup, on arrive sur quelque chose d'assez complet. Et en fait, on a une démarche qui est phare et qui est très importante dans tout ça, puisqu'on parlait de problématiques qui sont liées à la fabrication des équipements, environnementales, sociales, etc. C'est l'éco-conception de services numériques. Elle vise justement à allonger la durée de vie des équipements utilisateurs. Comment ? La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on change d'équipement. Et
l'obsolescence programmée n'aide pas. Les fabricants ont des responsabilités. Il y a plein de facteurs divers et variés. Par contre, le fait principal et la raison principale pour laquelle on change d'équipement, c'est que les services numériques nécessitent de plus en plus de ressources informatiques. Et du coup, croît en poids de manière bien plus rapide que la capacité de nos équipements. C'est comme si en fait on disait changeons de moteur de voiture tous les 2 ans pour faire le même nombre de kilomètres. Si je résume, on a des services numériques, donc des sites web, des applications Oui. qui sont de plus en plus énergivores, qui demandent de plus en plus de ressources, Oui. du matériel informatique et du parc aussi des Tout à fait. smartphones. Du coup, vous allez accompagner les acteurs pour qu'ils développent des solutions beaucoup plus light. Oui, pour concevoir des services qui soient bien plus simples et qu'il n'y ait pas de gras, que ça aille directement à l'essentiel en termes d'utilité pour l'utilisateur. Alors, si on donne 3 règles clés pour éviter le gras, du coup, ce serait quoi? On va même simplifier fortement et parler que d'une seule règle que tout le monde peut appliquer en fait très simplement aujourd'hui. Si on est concepteur de service, c'est d'aller au plus simple et d'aller à l'essentiel des besoins. Et du coup, on va essentialiser, vu qu'on évite 70% de gras, on va se poser la question de quels sont nos 30% de fonctionnalités essentielles. C'est très difficile à faire et déjà si on fait ça, on a l'essentiel du levier environnemental qui va être traité. Merci Anthony. Du coup, je te laisse garder le micro et après on refera le tour, comme ça on évite les allers-retours. Si tu pouvais donner un chiffre sur l'impact aujourd'hui des accompagnements IT on Us, excuse-moi, en termes d'entreprises accompagnées ou de CO2 évité, je ne sais pas comment ça se mesure chez vous. Vu qu'on est encore sur des phases amont des projets, audits et d'évaluation, on ne va pas encore avoir nos résultats de notre accompagnement et notre performance. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a au moins 4 salariés sensibilisés, j'espère bien, une quinzaine d'indépendants qui sont aussi compétents et capables d'accompagner des entreprises avec nous, une dizaine de clients qui sont également sensibilisés, dont les équipes commencent à comprendre où sont les enjeux, etc. Et globalement, on ne peut pas donner de chiffres précis aujourd'hui. Par contre, on espère et on a un objectif d'économie de gaz à effet de serre sur 2021 qui serait de l'ordre de 10 tonnes sur les 1400 millions de tonnes que génère le numérique en gaz à effet de serre annuel. Mais c'est notre petite part à nous. Et en eau, un objectif de réduction de consommation d'eau de 5 tonnes d'eau. Ça paraît assez clair. Voilà. Merci Anthony. Avec plaisir. Du coup, je te laisse passer le micro à Pauline. Donc, même question, comment est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui l'impact de Mademoiselle Biloba sur le changement de manière générale et la transition? Donc, en termes de clients accompagnés ou de diversification des produits, à toi de me dire quels sont les objectifs et impacts que vous mesurez. Alors, moi, je ne suis pas très bonne en chiffres, mais je dirais que ça passe essentiellement au travers des retours qu'on nous fait. Sincèrement, je ne compte plus les retours positifs qui me disent ah bah clairement vous avez changé ma manière de faire, j'ai arrêté de me servir de shampoing bourré de silicone et du coup comme j'ai commencé à faire les choses par moi-même, j'ai sensibilisé toute ma famille. Ou à Noël, bah, plutôt que d'offrir des choses qui ne sont pas forcément très utiles, j'en ai profité pour offrir un déodorant et un shampoing solide, et puis les gens ont vachement adhéré et ça permet de réduire les déchets. Je dirais que c'est à travers tous ces petits retours-là que finalement on mesure un peu notre impact. Et c'est vrai que je dirais que c'est un domaine, comme c'est assez... la cosmétique, c'est quelque chose quand même qui est très sensoriel, qui est plutôt une consommation plaisir. Les gens prennent vraiment du plaisir à sensibiliser aussi d'autres personnes. Et aujourd'hui, on n'est plus dans la cosmétique bio qui sent pas bon, qui donne les cheveux gras. Voilà, on n'est plus... les formules ont évolué et finalement, grâce à tout ça, ça devient hyper facile de sensibiliser son entourage, quoi. Donc... voilà, j'aurais pas vraiment de chiffres, mais plutôt des retours comme de ce type-là. Mais un effet boule de neige et peut-être aussi une activité qui continue, qui a réussi à croître aussi dans le temps.
Oui, ben, on le voit à travers ne serait-ce la croissance de notre chiffre d'affaires. Forcément, on est sur un marché qui est en pleine évolution, qui aujourd'hui n'a pas pris conscience que les choses n'allaient pas forcément dans le bon sens et qu'il fallait changer notre manière de faire. Donc ça touche à peu près tous les secteurs, dont le secteur finalement du soin, du bien-être, de la beauté, de la cosmétique. Ouais. Merci Pauline. Je laisse passer le micro à Mathieu. Donc même question. Quel est l'impact de Bocoloco sur l'écosystème, sur le territoire Donc, en fait, effectivement, alors nous, vraiment au sein de Bocoloco, on a vraiment identifié 3 impacts qui ont été un petit peu évoqués en amont. Mais pour revenir dessus, donc le premier, ça va vraiment être l'impact sur la santé des salariés parce qu'on propose une alimentation saine. Donc là, c'est vraiment directement sur ce qu'ils vont manger, sur l'équilibre que ça va leur apporter, sur justement cette productivité qu'il pourrait y avoir l'après-midi ou la pratique d'un sport en amont ou après tout simplement le repas. Un autre impact, c'est un impact carbone forcément sur la provenance locale des produits. Donc là, on va éviter d'aller se sourcer trop loin. Donc forcément, avec des producteurs locaux, on limite énormément notre impact carbone. Et enfin, l'impact lié au zéro déchet, comme toi tu l'évoquais effectivement avec tes cosmétiques où tu valorises des emballages réutilisables. Nous, ça va être exactement pareil, en fournissant les couverts en inox, en utilisant des bocaux en verre, en faisant des services d'eau avec, donc c'est pareil, c'est des bouteilles en verre, avec des éco-cups. Vraiment, on va limiter les déchets d'emballage alimentaire qui, effectivement, pour la partie traiteur traditionnelle, est vraiment un gros volet négatif, car actuellement, l'offre, c'est des emballages individuels avec du papier craft, des barquettes jetables, des couverts jetables, parfois même le sel et le poivre qui se jettent. Donc, on est dans des volumes de déchets par individu qui sont énormes, donc rapportés à des réunions de 20, 30, 40 ou des événements à 100 personnes. C'est des choses qui seraient intéressantes de quantifier. J'y ai pas encore trop passé de temps, mais qui sont concrètes à identifier, parce que on se fait très bien l'image d'un plateau repas standard. Donc ces 3 impacts qui quotidiennement effectivement permettent de faire changer les choses, et avec un véritable changement de conscience, comme tu le disais là, sur le quotidien des gens, parce que ça va les impacter sur une brosse à dents, un déo. Là c'est pareil sur le volet alimentaire, avec le petit-déj et le dîner, le repas et le déjeuner et le dîner, il y a 3 repas par jour, donc c'est vrai qu'on peut vraiment avoir un impact au quotidien. Donc l'idée après, c'est qu'il y ait une prise de conscience un peu, est-ce qu'à la maison ils vont rapporter ces comportements. Ça c'est pareil, on l'a pas encore quantifié, mais en tous les cas, vu qu'il y a une sensibilité des clients, c'est que je pense qu'effectivement chez eux il y a déjà cette démarche là qui est mise en place. Donc c'est un petit peu sur ces 3 volets qu'on impacte le territoire. Et est-ce que tu as un chiffre de couvert annuel ou mensuel Non, malheureusement, je l'ai pas. Ça serait intéressant de chiffrer tout ça. Ça serait quand même un gros boulot. Mais après, effectivement, il faudrait voir parce que donc forcément, on a une consommation d'eau qui est un peu conséquente parce qu'on relave tout, mais on limite quand même la création de l'emballage qui lui-même va générer beaucoup d'eau, parce que c'est des emballages souvent carton, donc c'est une production qui consomme énormément d'eau. Et après, effectivement, ça serait intéressant sur le traitement de ces déchets qui n'est pas forcément toujours évident, parce que le problème aussi dans l'alimentaire, c'est que tout ce qui est un peu papier carton, tout ce qui est taché par du gras alimentaire, ça se recycle absolument pas, parce qu'il faudrait vraiment le laver, ça prend énormément d'eau, donc c'est des choses qui sont très dures à recycler derrière. Donc malheureusement pas de chiffres encore, mais c'est effectivement un des objectifs. Pourquoi pas se faire accompagner par le réseau Alliance là-dessus pour essayer de trouver des solutions et chiffrer un peu tout ça. Ça serait une excellente idée, ouais. C'est entendu. Merci. Ouais, donc vraiment un impact à la fois sur les consommations en temps réel et ensuite ce côté sensibilisation, c'est ça, voire ambassadeur qu'on peut avoir chez les personnes qui ont goûté des repas plus responsables. Merci. Je te laisse passer le micro à Noémie. Toujours même question, donc 2 heures aventure. Alors tu es toute seule en opérationnel la plupart du temps et pourtant tu as un impact. Alors comment est-ce que c'est mesuré chez 2 heures aventure en objectif ou en nombre ? Alors même chose, j'ai été très mauvaise, j'ai pas forcément révisé mes tablettes avant de venir, donc j'aurais pas un chiffre très précis en termes de tonnes de CO2, etc. Et puis cette année est quand même un peu compliquée en termes de déplacement, donc
voilà, le bilan 2020 sera un peu plus particulier peut-être que les autres années. Mais généralement, on le mesure en effet le CO2 parce que moi, je me déplace beaucoup à vélo, mais les gens qui travaillent avec moi aussi. Donc ça, c'est un premier impact qui est assez facile à mesurer. Moi, il y a un chiffre que j'aime bien donner qui est le nombre de sensibilisations de personnes qu'on a mis en selle ou qu'on a remis en selle ou à qui on a fait découvrir le vélo électrique. On estime qu'on est à peu près à 1000 collaborateurs en entreprise et en collectivité depuis le début de ces activités-là. Et après, on a des activités un peu annexes de sensibilisation, d'expérimentation sur le territoire, où c'est ce qu'on disait au début, on travaille avec des opérateurs publics. Donc on a travaillé avec Transdev dans le sud de l'Avesnois sur un projet de mobilité vers le retour à l'emploi. L'idée, c'était d'essayer de mettre bout à bout tous les modes de transport pour que des gens sur un territoire un peu sinistré par l'emploi puissent avoir un moyen de se déplacer pour aller chercher du travail. Pardon. Donc c'était un premier projet dans le sud de l'Avesnois, donc qui est pas très loin d'ici. Avec Keolis, on travaille sur un projet de développement d'applications numériques pour essayer de lever les freins à la pratique du vélo, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les premières questions qu'on se pose, c'est où est-ce qu'on va, comment on s'habille, comment est-ce qu'on accompagne justement ça. Il y a plein d'applications pour être le prochain triathlète ou ce genre de choses, mais pour le vélo taffeur au quotidien, il n'y a pas forcément beaucoup d'outils. Donc c'est des choses qu'on fait. Et puis avec le réseau Alliance, on a un projet sur les nudges. Donc c'est les petits déclics qui permettent aux gens de prendre conscience d'un comportement et de changer de comportement de façon libre. Donc le plus connu, c'est la mouche dans l'urinoir qui permet de faire viser certaines personnes et qui permet de réduire à l'aéroport d'Amsterdam, c'est plus de 80% les dépenses de propreté, donc c'est colossal. Et la personne reste libre de son choix. Si elle veut ne pas viser, elle peut ne pas viser, personne ne va lui dire quoi que ce soit, c'est juste qu'elle aura pris conscience qu'il faut viser. Et donc ça marche très bien sur les sujets énergétiques, ça marche très bien sur la sécurité routière, et on a un gros projet sur la région Hauts-de-France où on va tester ça justement sur plus de 110 sites employeurs, sur les sujets de mobilité durable, pour voir justement qu'est-ce qui impacte les comportements de mobilité et qu'est-ce qui fait que le matin, on se dit je pourrais peut-être aller faire du covoiturage, ou je pourrais peut-être prendre les transports en commun, ou je pourrais peut-être télétravailler aujourd'hui, ou éviter de prendre ma voiture, ou aller en vélo, ou aller en trottinette, etc. Et donc, quels sont les petits déclics comme ça, parce que même s'il y a une flotte de vélos dans l'entreprise, ils ne sont pas forcément utilisés, et on a du mal à comprendre pourquoi est-ce que justement on a ce petit déclic. Ouais, donc on voit vraiment la logique de l'activité de 2 heures aventure, où on sort, ce que tu disais, de la vente de vélos pour vraiment avoir un impact et affiner la cible pour vraiment toucher tout un chacun, avec une cible plutôt de collaborateurs, de salariés actifs, mais pas que, puisque tu mentionnais aussi le projet à Fourmi, si je ne me trompe pas, en tout cas dans le sud de l'Avesnois. Merci. J'ajouterais, je me permets juste de monopoliser un tout petit peu le micro. On a à peu près la même chose que ce que disait Madame Biloba et Bocoloco. On a des ambassadeurs. En fait, quand on arrive à convaincre les gens sur ces sujets-là, je pense que quel que soit le sujet responsable, on a derrière des gens qui sont ambassadeurs. Quelqu'un qui vient à vélo au travail, il va être très très fier de montrer son vélo, il va être très très fier de le faire tester à son collègue, de dire potentiellement regarde, tu vois, c'est facile, aujourd'hui j'ai fait ça, ou j'ai fait tel chemin, demain si tu veux je passe te prendre, et t'essayes et tu découvres ça, etc. Et cette façon de créer une émulation, de rendre les gens ambassadeurs de ces démarches-là, je pense que c'est super important. Et c'est un sujet du réseau Alliance qui est justement de mobiliser les parties prenantes, etc. Et une fois qu'on a réussi à en toucher quelques-uns et qu'on donne les outils, les leviers à ces ambassadeurs, derrière, ça crée quelque chose qui est vraiment très intéressant. Merci Noémie. Du coup, c'est une question qui n'était pas prévue dans le déroulé, mais que je pense importante, puisque vous l'avez un petit peu tous cité. On a vécu quelques mois assez particuliers cette année, le confinement. Donc, Pauline, tu as le micro. Je vais t'interroger sur comment s'est passée l'annonce du confinement chez Mademoiselle Biloba, et qu'est-ce que vous en avez tiré, du coup, en termes d'évolution de l'offre, ou en tout cas de maintien à flot. Comment s'est passée l'annonce? Mal. Forcément. Moi, franchement, j'ai pleuré quand j'ai appris ça. Parce que je me suis dit, comment clairement on va s'adapter à ça. Puis on était vraiment dans l'incertitude
par rapport à la durée de la fermeture, puisque nous, on a une boutique physique et qu'aujourd'hui, ça reste quand même une grosse partie de notre activité. Mais heureusement, on avait eu la bonne idée de lancer un site internet 6 mois auparavant, ce qui fait que ça a pris le relais quand même. Et pour garder le lien, parce que moi, c'était ce qui m'inquiétait un peu le plus aussi, c'est de garder le lien avec les clients et qu'ils ne partent pas ailleurs, etc. Mais finalement, je trouve que cette période-là, ça a permis aux gens d'avoir du temps et de pouvoir se poser davantage de questions par rapport à la manière dont ils consomment. Et finalement, on a été hyper connectés avec nos clients. Moi, je passais ma vie sur les réseaux sociaux à répondre aux gens parce qu'il y avait tellement de gens qui avaient le temps de cuisiner, de faire le tri dans leur salle de bain, etc. Et qu'ils étaient vraiment prêts à ce moment-là à prendre des décisions par rapport à ça. Donc c'est vrai que ça a permis beaucoup d'échanges et en même temps, nous, comme il y a toute une partie de notre activité qui était à l'arrêt, on avait beaucoup plus de temps pour échanger avec les clients aussi. Donc ça a été la partie vraiment positive. Et puis pour répondre à leur attente, on avait aussi notre site internet. Mais justement, pendant cette période-là, moi je me suis posé pas mal de questions par rapport à l'acheminement des colis. On avait commencé à travailler avec une entreprise lilloise qui livre en vélo, enfin en tout cas à se renseigner. Et on aimerait plus tard justement peut-être collaborer avec une entreprise qui fait de la livraison, enfin en tout cas les derniers kilomètres en vélo, parce que c'est aussi un vrai sujet. Le e-commerce aujourd'hui, je pense que ça pollue énormément. Nous, à savoir que tous nos colis sont faits dans des emballages qui sont réutilisés, donc on fait de l'upcycling. Parce que finalement, c'est quand même suremballé malgré nous, parce que malheureusement, les transporteurs prennent vraiment pas soin des colis, il faut le dire. Et on est obligé de suremballer pour pas que ça arrive à moitié cassé chez le client. Mais on arrive aujourd'hui à réutiliser une grande partie des matériaux d'emballage. Jusqu'à quand, je sais pas, parce que ça dépend aussi du volume d'envoi. Mais il y a aussi vraiment la question du transport en lui-même. Et justement, pendant le confinement, la Poste nous disait qu'ils avaient expédié 2 fois plus que pendant la période des fêtes. Donc les gens restaient chez eux, mais finalement, il y avait aussi des déplacements liés à ça. Voilà. Merci Pauline. Ouais, donc on voit vraiment une démarche qui va au-delà aussi de la vente des produits, mais vraiment qui accompagne les clients et qui va les renseigner et être à l'écoute. Et en même temps, voilà, une réflexion sur l'impact environnemental avec la livraison. Oui, comme moi je dis, souvent je dis aux personnes qui travaillent avec moi, on n'est pas là pour vendre en fait. Si on faisait que vendre, moi ça m'intéresserait même pas. On est là pour apporter une aide, un conseil à nos clients. Et c'est pour ça qu'on se lève le matin et c'est comme ça qu'on a l'impression de servir à quelque chose, quoi. Voilà. C'est beau. Merci Pauline. Du coup, je te laisse passer le micro à Nicolas. Donc, Nicolas, voilà, ça y est, j'ai bourdé. À Mathieu Nicolas. Bocoloco, j'imagine que ça n'a pas été tout aussi simple. Alors, nous, ça a été un peu plus compliqué parce qu'effectivement, envoyer les bocaux par la poste, vu le poids que ça pèse, c'est juste pas possible. Et surtout qu'en fait, j'ai une clientèle qui est exclusivement professionnelle. Donc, forcément, avec le confinement et le télétravail, tout le monde chacun chez soi, ça a mis un gros coup de frein à l'activité. Donc moi en plus je venais de signer ma toute nouvelle cuisine que j'ai intégrée au 1er mars et le 15 c'était terminé, donc ça a été un petit peu particulier comme le relancement d'activité. Alors après moi j'ai été accompagné parce que j'ai intégré une ruche d'entreprise de la métropole européenne de Lille qui du coup nous a accompagnés sur les loyers, sur ce genre de choses, parce qu'effectivement les activités étaient complètement à zéro. Et donc effectivement, on va dire l'aspect positif, c'est je pense une prise de conscience sur l'alimentation. Je pense que beaucoup de personnes s'est rendu compte qu'il fallait changer des choses. Tu l'évoquais sur le volet effectivement cosmétique, do it yourself, faire attention à ce qu'on se met sur la peau. Dans l'alimentaire, il y a vraiment une prise de conscience là-dessus. Donc là, on commence un petit peu à en sentir les bénéfices, parce que le mois de septembre a été un bon mois et là-dessus, les clients sont contents de nous retrouver, sont contents
content de pouvoir de nouveau avoir une offre un peu qualitative. Donc c'est vrai que voilà, cette période a été un petit peu compliquée avec un volume d'activité qui a un petit peu repris sur juin-juillet, mais forcément ça a été étape par étape. Donc après la question de se repositionner sur du particulier a été évoquée. Voilà, seulement voilà, la communication n'était pas trop calibrée dans ce sens-là. Et après, c'était toujours la même problématique. Si les gens restent chez eux, est-ce qu'ils vont se déplacer pour récupérer leur déjeuner ou est-ce qu'ils vont plutôt cuisiner de chez eux? Je pense que non, ça a plutôt été une période où les gens se sont mis à cuisiner, à jardiner et à se reconnecter finalement à la nature et aux faits maison. Donc voilà. Mais après, c'est des choses qu'ils souhaitent retrouver sur leur lieu de travail. Donc maintenant, voilà, ils retournent au boulot et ils sont contents d'avoir une offre vraiment fait maison où ils se disent, voilà, on est comme à la maison. Et c'est vraiment l'idée de la démarche gastronomique de Bocaux Locaux. Donc là-dessus, on s'y retrouve. Donc c'est plutôt positif. Merci. Et alors, tu me disais aussi, quand on préparait l'atelier, qu'il y avait un nouveau projet, enfin, en tout cas des nouvelles réflexions par rapport aux activités de Bocaux Locaux. Tout à fait. Là, l'idée, c'est que donc, cette nouvelle cuisine m'a permis de m'équiper un peu mieux et d'envisager le développement d'une nouvelle gamme pour laquelle j'ai eu beaucoup de sollicitations. C'est une gamme de bocaux avec une date limite de conservation plus longue. Donc, cette conservation, on ne va pas du tout l'obtenir avec l'ajout d'ingrédients chimiques ou quoi. C'est juste un procédé technique, voilà, pas spécialement intéressant, mais en tous les cas, c'est juste un procédé technique et qui permettrait d'avoir de la DLC jusqu'à 15 à 20 jours. Donc voilà, pour pouvoir alimenter notamment les salles de sport. On a beaucoup de demandes dans ce sens-là, parce que c'est vrai qu'on fait une pratique sportive, on fait un mur d'escalade, on joue au badminton et après on s'engouffre un croque ou une pizza. Donc c'est vrai que c'est pas très cohérent avec la pratique du sport. Donc ces salles s'étaient positionnées pour nous demander une gamme un peu healthy, alors en complément du croque ou de la pizza, chacun mange ce qu'il veut, quoi, mais au moins d'avoir une gamme dans ce sens-là. Et puis après, éventuellement aussi des hôtels qui souhaitent avoir une gamme à monter en chambre quand les cuisines sont fermées, ou après des épiceries fines et des cavistes. Donc voilà, donc là-dessus, on travaille là-dessus, ça prend un petit peu de temps, on est accompagné par des centres techniques, parce qu'effectivement c'est assez normé, réglementé, mais en tous les cas c'est une belle piste de développement. J'aimerais pouvoir sortir quelque chose sur 2021 et avoir quelque chose de concret à proposer. Ouais. Merci Mathieu. Je te laisse passer le micro à Noémie pour la même question. Donc, à partir de mars, les Français étaient bloqués à la maison, avaient un périmètre de déplacement de 1 km. Donc, ça favorise plus la marche que le reste des moyens de transport. Comment est-ce que on s'organise quand on promeut le vélo? Et ensuite, qu'est-ce que tu as tiré de ce confinement et ce déconfinement, du coup, Noémie? Alors mars, ça a été un peu compliqué, mais on est tous des entreprises qui sont des petites tailles, et donc on avait, je pense, tous des sujets en retard qui s'empilaient, donc ça a été l'occasion d'essayer d'épurer un petit peu cette pile-là. Et puis dès le mois d'avril, quand on a eu les annonces de sortie du confinement, il y a pas mal de boîtes qui sont venues nous voir en disant « Ouh là là, nos employés vont revenir au boulot ». On ne sait pas trop comment ils vont revenir. On sait qu'ils ne veulent pas trop prendre les transports en commun. Ça va être compliqué, etc. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? On avait besoin à l'époque en plus d'avoir un échange avec le TSE. Et donc on a eu pas mal de demandes à ce moment-là. Donc vraiment, fin avril, début mai, beaucoup de demandes entrantes. À la fois pour des problématiques sanitaires, donc vraiment liées à la situation. Et puis derrière aussi une prise de conscience. Je pense que tout le monde s'est rendu compte que c'était aussi agréable d'avoir des villes sans voiture et ce genre de choses. Donc ça, c'était vraiment assez chouette. Et puis nous, on a eu un peu des problèmes de riches derrière. C'est que, vous avez peut-être vu ça dans les décathlons ou dans les journaux, on a eu des gros problèmes de stock. Parce que justement, tout le monde s'est rué sur les vélos. Mais au bout d'un moment, il n'y en avait plus. et que même si on essaye de sourcer de façon intelligente, aujourd'hui, je crois que c'est plus de 95% des cadres de vélos qui viennent de Taïwan. Et donc, le confinement chinois, le confinement européen a fait en sorte que on a eu des gros problèmes de stock. Donc voilà, donc on est un peu content que cette année 2020 se termine, même si on a réussi à rattraper pas mal, etc. Voilà, mai, juin, juillet, c'était bien. Août, septembre, qui sont censés être des très bons mois, un peu plus compliqués. Et du coup, ça va être l'occasion de commencer sur des nouveaux rails bientôt. Puis je peux témoigner en tant que partenaire sur le projet de Nudge, finalement, tu avais un petit peu plus de temps que d'habitude pour concevoir les messages qu'on allait passer en communication. Donc ça, c'était aussi pas mal. Hein. Merci Noémie. Je laisse passer le micro à Anthony. Donc voilà, toujours la même question. Revenons sur les mois qui viennent de s'achever.
Oui, mais c'était évidemment une annonce qui a été un peu compliquée avec, comme pour Mathieu, une activité qui est essentielle à 100% B2B. Donc voilà, on s'inquiète un peu on s'est beaucoup inquiété pour ce qui était qu'il y avait comme travail en cours, pardon. On a eu la chance d'avoir quelques missions maintenues et de ne pas réduire notre activité à zéro et donc de pouvoir aussi en profiter pour en avoir quand même un petit peu moins et en profiter pour se structurer. Et après, évidemment que c'est une période qui a mis beaucoup en avant l'empreinte du numérique, les impacts du numérique, tout ce qui se fait comme transfert d'impact vers le numérique et comme changement de mode de consommation. Donc ça a permis aux clients d'être un peu plus sensibilisés, à notre écosystème d'être un peu mieux sensibilisés aussi localement en région. Sur le numérique responsable, il y a quand même, faut qu'on se le dise, ici localement en Hauts-de-France, on est un petit peu en retard par rapport aux autres régions françaises. Donc voilà, au moins on a légèrement rattrapé notre retard, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Puis voilà, on essaye d'absorber ça comme on peut le faire. Merci Anthony. Alors c'était la dernière question du tour de table en attendant les questions du public. Donc je ne sais pas s'il y en a qui sont arrivés. Bon, n'hésitez pas à les rédiger dans le chat. On attend vos questions. Alors moi j'en ai une un peu bonus. Donc Réseau Alliance, nous on accompagne les acteurs économiques dans le déploiement de stratégies RSE. Donc, Pauline nous parlait notamment de, au-delà des produits, comment est-ce qu'on a un circuit logistique qui est plus responsable. Donc, la question que je vais vous poser collectivement maintenant, c'est en quoi est-ce que vous intégrez la RSE dans votre fonctionnement au quotidien ? Et alors, Anthony, tu as le micro et je vais te lancer une petite piste. Tu m'avais parlé il y a 2 World Forum, on compte en World Forum, hein, de ton projet de mettre en place l'indemnité kilométrique vélo, par exemple. C'est une chose qui a été mise en place. En fait, aujourd'hui, il y a 100% de remboursement et tous les transports en vélo, enfin tous les déplacements en vélo sont remboursés au taux de l'IKV légal. On a aussi un autre aspect. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans nos activités de conseil, on a trois types de ressources matérielles qui sont importantes. Les moyens de déplacement pour aller chez les clients réaliser nos missions. Les bâtiments, qui est les locaux, soit des clients, soit les nôtres, pour toujours réaliser ces mêmes missions en interne ou en externe. Et le dernier, nos ressources informatiques et nos équipements informatiques. Et en fait, sur les trois, on a une politique qui est importante. Sur les déplacements, on a 100% des transports en commun qui sont remboursés et l'IKV qui est mis en place. Avec peut-être une réflexion sur les locations de voitures, d'autopartage, etc. pour les indépendants du collectif et de bénéficier d'un forfait qui est proposé par IT On Us. Sur les bâtiments, chaque membre de l'écosystème, indépendant, salarié, peut aller dans n'importe quel espace de coworking et on prend en charge les bâtiments parce qu'ils sont partagés, parce qu'ils sont mutualisés et qu'on a fait le choix de ne pas avoir nos propres locaux. Voilà. Et sur la partie ressources informatiques, équipements informatiques, soit les salariés ramènent leurs propres équipements. Si non plus, on met un équipement professionnel plutôt reconditionné. C'est ce qu'on fait pour l'instant. On réfléchit aussi à des modes d'abonnement sur la base de l'économie de la fonctionnalité avec des partenaires qui sont membres du collectif, Common pour les citer. Voilà, en tout cas, on réfléchit à comment on peut mutualiser ces ressources matérielles que sont les équipements informatiques également. Et alors, je ne sais pas si c'est un 4e pilier, le fait que IT On Us soit un collectif. Oui. Et est-ce que du coup, ça entre dans une démarche plus responsable ou c'est lié au fonctionnement et aux besoins du marché ? C'est lié aux enjeux du numérique d'abord, et c'est lié à nos convictions qu'il y a que des actions collectives qui seront efficaces réellement et performantes réellement dans cette diversité d'enjeux. Et c'est lié à une croyance forte en modèle dont Noémie a commencé à parler, c'est-à-dire l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, vers laquelle on essaye de tendre et on est en pleine trajectoire de transformation aussi, parce qu'on est encore dans une logique je vais le dire honnêtement, dans une logique de volume où on a un intérêt à facturer un maximum de jours hommes,
Pour autant, ils génèrent des externalités négatives, ces jours-hommes, en déplacement, en locaux, comme on vient de le voir. Donc le FC, pour ça, nous aidera beaucoup, j'en suis sûr, et on est en train de revoir nos modes de contractualisation, de revoir notre gouvernance pour se tourner de plus en plus vers une des trajectoires de l'EFC. Merci Anthony. Alors, même question pour Pauline. Du coup, la RSE au sein de Mademoiselle Biloba et au quotidien, ça se reflète comment ? J'ai envie de dire que ça se reflète par plein de petites actions. Comme tu le disais au début, c'est vraiment dans notre ADN. Ça veut dire que chaque décision chez Mademoiselle Biloba est motivée par ça, pour justement diminuer nos externalités négatives. À titre d'exemple, lorsque vous commandez sur notre site Mademoiselle Biloba, on reverse 50 centimes à une association qui s'appelle Surfrider, qui œuvre à la protection des plages, des mers, des océans. Là, dernièrement, on a participé au World Cleanup Day, où on a fait la brigade de la clope dans notre quartier, et on a décidé de sensibiliser parce que après, voilà, c'est toujours pareil, on aide à financer une association, mais nous, on ne fait rien de concret. Et là, on voulait vraiment faire quelque chose de concret. Et on s'est mis à ramasser finalement autour de chez nous tous les mégots qui traînaient par terre, parce qu'on ne cesse de sensibiliser les gens au travers de la consommation de leurs cosmétiques qui a un impact sur la qualité de l'eau. Et en même temps, tous les jours, moi, quand j'arrive à la boutique, je marche dans des tonnes de mégots. Donc ça avait le don de m'énerver. Je me suis dit, voilà, on a décidé de fermer notre boutique pendant 2 heures. Donc de s'asseoir entre guillemets sur 2 heures de chiffre d'affaires et montrer combien on allait ramasser en 2 heures. Et finalement, on avait décidé de ramasser 2 kilos. Alors, il me semble que ça faisait 2000 mégots, du coup. Et en 1h30, c'était fait, en parcourant même pas 1 kilomètre. Donc voilà, et j'étais contente parce que ça a aussi permis de sensibiliser toute l'équipe. Enfin, on est 4, mais ça a quand même permis de sensibiliser l'équipe et puis de fédérer autour d'un projet aussi. Et peut-être aussi de le montrer, comme c'était un projet qui avait lieu en centre-ville, oui. Du coup d'interpeller les passants, les autres boutiques peut-être. Ouais, voilà, même la métropole européenne de Lille. Donc on a eu beaucoup de retours là-dessus et plein de félicitations, tout ça. Alors on le fait pas forcément pour avoir ça, mais c'était plus, comme tu le dis, pour interpeller. Et, c'est un geste symbolique parce qu'on va pas se le cacher. 2 jours plus tard, il y avait autant de mégots par terre, mais voilà, c'était notre manière à nous d'illustrer un petit peu ça. Donc ça passe vraiment par plein de choses. Comme je disais, c'est pareil, expédier des colis, c'est bien, mais si c'est pour acheter 10 000 cartons derrière, c'est pas la peine. Enfin voilà, chaque décision, elle est alimentée par ça. Après, forcément, on peut pas avoir des solutions pour tout. Mais par exemple, que tu disais, là, je dois justement acheter un ordinateur pour une nouvelle collaboratrice et j'avais pas du tout pensé à la location ou au reconditionnement. Mais là, ça me fait penser à ça. Voilà. Je pense que c'est tous les jours qu'il faut s'interroger dans chacune de nos décisions. Merci Pauline. Du coup, contente qu'il y ait de l'échange de bonnes pratiques aussi entre intervenants. Mathieu, la même question. Comment ça se traduit la RSE dans le quotidien chez Bocoloco ? Alors, nous, c'est vrai qu'on est une petite structure, on n'est que 2, et on passe principalement du temps forcément en cuisine. On va dire qu'on le met en place aussi avec nos partenaires, c'est-à-dire que là, on travaille avec une structure qui s'appelle Entrée de l'Union, qui nous fournit en fruits et légumes, donc qui se source localement, qui fait le lien entre les producteurs et les professionnels de la restauration. L'idée, c'est de travailler sur des caisses réutilisables pour l'ensemble des fruits et légumes qu'on se fait livrer. Donc, on va bien évidemment aussi limiter les emballages, du coup pas alimentaires mais de conditionnement des fruits et légumes, car effectivement c'est souvent soit des caisses carton ou des caisses bois. Le carton se recycle mais pas forcément le bois, donc c'est toujours ces problématiques là. Et là je travaille aussi actuellement sur une problématique de collecte des déchets végétaux pour voir un peu comment les valoriser. Alors faire un compost, pourquoi pas localement, il faudrait voir comment il serait réutilisé, ou le faire collecter. Je sais qu'il y a des structures qui le proposent, les alchimistes, j'ai entendu de ça sur la métropole. Ils collectent ça, ils en font du terreau qu'ils revendent. Donc voilà, faire appel à ces structures pour essayer justement
que la cuisine proposée effectivement soit éco-responsable et sourcée localement, mais qu'il y ait aussi une démarche en interne sur le traitement des déchets, sur la valorisation des déchets verts, voilà, pour avoir une démarche vertueuse par rapport à ça. Donc c'est un petit peu les thématiques sur lesquelles on travaille, on va dire. Merci Mathieu. Alors du coup, Noémie, sur la démarche RSE de 2R Aventure, Alors, les points saillants du dossier trophée de l'économie responsable. je pense qu'un peu comme tout le monde, la RSE pour nous, ça veut dire beaucoup de choses et ça se niche aussi beaucoup dans les détails, donc on n'est pas parfait sur plein de sujets, mais il y a plein de petites choses qu'on essaye de faire. Moi, il y a un truc que j'aime bien, qui m'amuse beaucoup, c'est quand j'accueille, parce que j'accueille beaucoup de stagiaires, quand j'accueille mes stagiaires, déjà la première chose, c'est comment est-ce qu'on vient chez nous autrement qu'en voiture, donc quel est le plan de transport, etc. Et puis quand ils arrivent, on leur met un vélo à disposition, ou quand ils en ont un, parce que tout le monde, sur la métropole lilloise, c'est 50% des foyers qui ont un vélo dans leur garage, on leur apprend à réparer le vélo. Et ça, c'est assez drôle. Et du coup, ça leur permet de venir à vélo, etc. Donc, ça, voilà, c'est des petites choses, mais qui sont importantes. Et puis après, c'est justement essayer d'avoir des indicateurs un peu plus sur toutes nos parties prenantes, donc de faire en sorte d'avoir des fournisseurs qui sont à peu près responsables, d'avoir des externalités qui sont à peu près logiques et cohérentes, pour que justement on n'ait pas des actions dans un coin qui soient complètement dévalorisées par une autre externalité. Donc c'est d'essayer de faire la somme de toutes ces petites choses pour que ça aille bien. Merci Noémie. Alors on a une question qui m'est arrivée, qui s'adresse à vous quatre. Donc on voit ce que vous voulez faire et comment vous voulez encore enrichir vos offres aujourd'hui. En termes de démultiplication des personnes touchées, est-ce que vous avez quelles sont vos perspectives d'ailleurs de développement, que ce soit territorial ou en nombre de manière générale? Noémie, si tu veux garder le micro, tu peux. C'est moi qui commence. Alors justement, nous, on essaye d'utiliser le numérique pour démultiplier. Donc c'est l'idée d'avoir des espèces de tutos sur Internet pour démocratiser le vélo électrique, d'avoir des applications pour remettre les gens en selle, parce que juste les animations qu'on fait où on accompagne la personne pendant une demi-heure, on ne peut pas en faire des millions. Donc c'est d'essayer d'utiliser le numérique pour ça. Et puis d'utiliser les ambassadeurs, donc d'essayer d'essaimer dans les entreprises et chez les employeurs au sens général, pour que justement, plus il y ait d'ambassadeurs, plus il y ait derrière de comportements durables et que ça aille bien. Et alors du coup, je rebondis, numérique responsable maintenant. J'ai un nouvel ordinateur depuis 2 semaines et c'est de la location. Parfait. Mathieu, sur la question du développement, donc tu nous parlais du sourcing des produits, de la consigne et aussi des dates de Des bocaux avec DLC, oui, un peu plus longues. En fait, il y a déjà eu pas mal de nouveautés cette année avec l'aménagement du nouveau local qui m'a pris une petite année. Donc c'est vrai que déjà ça a été beaucoup d'investissements en temps, financier, logistique, parce que c'était une vraie problématique technique d'installer un laboratoire de production alimentaire dans une ruche de Lamel qui avait un local qui était destiné à une activité artisanale, on va dire. Mais avant c'était un atelier de concept car, donc vraiment rien à voir. Il a fallu faire énormément de travail là-dessus. Donc ça avait été le gros chantier sur l'année dernière et le début de cette année. Comme on l'évoquait juste avant, bien évidemment cette gamme de bocaux qui va prendre pas mal de temps. Donc toujours effectivement l'idée de structurer l'offre au maximum. Là, repartir sur les plateaux repas, le cœur d'activité. On avait aussi une gamme de cocktails déjeunatoires, dînatoires, donc voir un peu comment l'aménager. Là, on a déjà eu une prestation sur cette formule-là en mode buffet. Forcément, c'est un peu plus difficile de proposer ce genre de choses. Après, les bocaux étant individuels, les bouchées étant individuels, c'est vrai que c'est relativement adapté au Covid. Et après, structurer les équipes en essayant justement aussi de valoriser l'apprentissage. Là, on va essayer de recruter quelqu'un dans ce volet-là pour solidifier les équipes. Donc voilà, c'est un petit peu là-dessus. Mais vu que je sors d'un gros projet d'aménagement de cuisine, on va dire que ça va être déjà s'approprier l'outil. Ça fait déjà un petit bout de temps. Puis le faire évoluer en fonction des besoins de l'entreprise. Mais en tous les cas, voilà, déjà profiter de ce qui a été fait parce que ça a été un long chantier. C'est une belle réponse aussi. Merci. Pauline, même question. Du coup, les développements de Mademoiselle Biloba pour démultiplier l'impact, c'est quoi? Le développement, ça se passe beaucoup au travers d'Internet, aussi de nos réseaux sociaux.
pour accompagner plus de gens et sortir du premier cercle en fait, de clients qu'on avait sur l'île. Donc c'était pour ça qu'on a souhaité lancer notre e-shop. On essaie de faire pas mal d'accompagnement au travers de notre blog. On est assez présent sur les réseaux sociaux et on répond beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc je dirais que c'est ça. Après, les projets à terme, moi j'aimerais bien être présent ailleurs, pourquoi pas en France. Après, j'ai écrit un livre l'année dernière. Et du coup, au travers ça a permis de sensibiliser pas mal de personnes du coup, en dehors de l'île et d'avoir beaucoup de retours aussi. Donc voilà, c'est par différents biais qu'on peut sensibiliser autrement qu'en ayant simplement une boutique, je dirais. Parce que c'est vrai, ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu as un parcours assez particulier puisque tu viens du milieu du monde cosmétique traditionnel, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai eu des expériences dans la cosmétique bio, l'aromathérapie, et j'ai aussi une expérience pour un laboratoire dermatologique où là j'ai travaillé pour une marque conventionnelle auparavant. Ouais. Ouais, donc il y a de quoi écrire un livre sur comment est-ce qu'on revoit tout ça et qu'on garde le meilleur. Oui, là c'était surtout un livre, ça s'appelle Ma cosmétique minimaliste, et c'était surtout un livre qui permet de faire le tri dans sa salle de bain, de dire bye bye aux produits chimiques, et aussi de retrouver 50 recettes pour refaire des choses assez simplement chez soi, des formules très courtes avec des pesées juste en cuillère, pas la peine d'investir dans une balance ou de dépenser 15 000 $ dans des ingrédients. Avec quelques ingrédients, on peut faire une palette de choses directement chez soi. La volonté, c'était vraiment de faciliter le passage à l'action chez soi et puis ne pas forcément devoir dépenser trop là-dedans. Et éviter le gâchis aussi, surtout. Ça fait aussi plusieurs projets déjà bien enclenchés et qui vont permettre d'éveiller les consciences encore plus fort. Ouais, merci Pauline. Anthony, du coup, même question. Quelle perspective de développement chez It Is On Us? Oui, on a ce qui est important en termes de développement, et je pense tout de suite, bizarrement, développement des ressources immatérielles internes. mais du coup, on a un collectif qui est présent, qui est prêt, qui n'est pas occupé à 100% du tout. On a des compétences super variées, de la stratégie d'entreprise, de la stratégie marketing, qui dépassent le numérique, des gens qui sont plutôt qualiticiens, anthropologues, pour redéfinir les besoins utilisateurs au plus près de ce qui est nécessaire. Et plein de gens qui sont liés au métier du numérique, dont on a entre guillemets un peu plus habitude. Donc la première chose, c'est continuer à progresser, à faire avancer les premières missions qu'on a commencées pour faire progresser nos clients, pour rendre notre collectif de plus en plus pertinent aussi dans ce qu'il apporte comme résultat à nos clients. Et puis après, effectivement, je pense que les Hauts-de-France sont qu'au début de leur sensibilisation concernant le numérique responsable. Et donc, je pense qu'il y aura encore beaucoup de projets à venir. Sur la réduction d'empreinte du numérique, on a déjà avancé pas mal de choses. Pour moi, le gros de ce qu'on veut développer par la suite, c'est un numérique responsable, d'abord en faveur du développement durable et notamment en faveur de cette économie de la fonctionnalité, de toute cet écosystème qui est, pour le coup, en Hauts-de-France, là on est en avance un petit peu, sur le numérique responsable pas encore, mais faire rejoindre ces deux mondes, un numérique responsable pour l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, ça serait un petit peu idéal à mes yeux. Alors concrètement, comment est-ce que ça prendrait forme justement ce lien entre l'outil responsable et le milieu d'acteurs responsables? Si on prend l'exemple de l'économie de la fonctionnalité, vu qu'on a une notion qui est de ne pas transférer la propriété des biens, on est beaucoup sur des fonctions. Il y a des fonctions qui sont essentielles dans l'économie de la fonctionnalité, comme la logistique inverse, pour ramener les biens du fournisseur, du client au fournisseur, pardon. Et cette fonction-là dans l'entreprise peut difficilement se passer du numérique. Déjà, la logistique, c'est un peu complexe à gérer. La logistique inverse, c'est quand même un vrai challenge pour l'organisation aujourd'hui. Je pense que le numérique responsable peut faire progresser, accélérer l'économie de la fonctionnalité sur des fonctions comme celle-ci,
tout en évitant quand même les transferts d'impact qu'on va ramener vers l'outil numérique. La solution métier a un bénéfice, il ne faudrait pas la compenser avec un impact du numérique. Donc si je résume en mots ultra simples, Oui. c'est faire en sorte que les acteurs qui promeuvent des actions responsables et qui les mettent en place aient aussi un impact numérique qui soit, si ce n'est neutre, en tout cas complètement réduit par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Complètement, et qu'on évite que les bénéfices d'une solution métier ne soient transférés dans la solution numérique en termes d'impact. C'est un peu plus clair, merci. Merci pour la clarification. Je préfère, parce que c'est vrai que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, on peut l'expliquer en 2 heures, on n'aura toujours pas assez de temps pour bien creuser. Ça soulève beaucoup d'impact, mais beaucoup de termes, beaucoup d'enjeux, et qui sont ultra utiles quand on réfléchit au modèle économique de son entreprise. Mais c'est vrai qu'il faut le temps d'acculturation. Merci pour le coup de main, Lucille. Merci. Si ça vous va, on va clôturer l'atelier. On n'a pas d'autres questions qui nous sont revenues, donc très bien, on gagne un petit peu de temps. Merci à tous les 4 de vous être mobilisés pour cet atelier. J'espère que vous avez pris plaisir à échanger vos bonnes pratiques auprès des spectateurs que vous ne voyez pas tout à fait, mais en tout cas qui vous voient bien. Et voilà, juste pour la suite des événements, donc à 17h30, on aura la cérémonie, la plénière d'ouverture du World Forum 2020, où on aura des échanges avec Alexandre Mars et l'annonce des résultats des trophées de l'économie responsable 2020. Donc, dernière annonce pour ceux qui veulent voter en ligne, n'hésitez pas à aller sur YouTube, sur la chaîne de Réseau Alliance et voter pour vos candidats favoris. Ils sont 17 au total, donc il y a un petit peu de choix. Merci à tous et bonne fin de journée.